Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 nouvelles expériences en psychologie sociale. Je sais que la première vidéo que j'avais faite sur ce sujet vous avait beaucoup plu et vous aviez été nombreux à me demander à ce que je fasse un second épisode, donc le voici. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'expériences qui m'ont pas mal été demandées dans les commentaires. Il s'agit d'expériences, vous allez le voir, qui montrent notre manière de réagir face à l'inattendu. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. L'expérience de H, c'est l'une des expériences de psychologie sociale les plus connues au monde. Je pense que ça doit être la plus connue avec celle de Stanley Milgram dont je vous avais déjà parlé. C'est vraiment une expérience très intéressante qui parle du conformisme social. Cette expérience, elle a été publiée en 1956 par le psychologue Solomon Asch, d'où son nom. L'expérience, elle est toute simple. On fait venir un groupe d'étudiants qui varie entre 7 et 9 personnes, âgées entre 17 et 25 ans à peu près, et on leur dit qu'ils vont devoir passer un test de vision qui est vraiment très facile, que tous les autres groupes qui sont passés avant ont vraiment tous réussi. Comme vous vous en doutez maintenant, il ne s'agit bien évidemment pas d'un test de vision. Tous les participants sont des complices sauf un qui sera notre sujet d'étude et on va les aligner en fait le long d'une table en leur disant bah voilà, on va vous présenter une série d'exercices sur laquelle vous allez voir à chaque fois il y a deux planches. Sur une planche vous avez une barre de référence et sur l'autre il y en a 3 et il faut dire quelle est la barre parmi les 3 qui fait la même longueur que celle qui est à côté. C'est vraiment facile, on voit très bien quelle est la barre qui fait la même longueur, donc il n'y a pas d'énormes pièges. Et cette expérience, elle est faite de manière à voir comment va réagir le participant face à des réponses assez aberrantes de la part des complices qui sont censés être d'autres participants. On va pouvoir voir s'il va se plier à leur avis ou s'il va maintenir sa position avec la réponse qui est juste et évidente. Notre sujet d'étude, il est placé en avant-dernier parmi les 7 ou 9 participants, donc il y a plein de personnes qui vont parler avant lui et tout le monde en fait énonce ses réponses à tour de rôle. Donc ça commence par le premier, deuxième, etc. jusqu'à ce que ça soit son tour. Et pour que le sujet ne se doute pas trop de la supercherie, pour les premières planches, les participants, donc les complices, vont donner les bonnes réponses, donc ça le met en confiance et il répond de manière très juste quelle est la barre qui selon lui est la même d'un côté et de l'autre. Mais très rapidement, au bout d'à peu près 6 ou 7 réponses, les participants vont commencer à donner des réponses fausses, volontairement bien sûr. Et là on va tout de suite voir en fait comment va réagir le participant. Généralement il est particulièrement perturbé par ses réponses puisque comme je vous l'ai dit, l'exercice est vraiment facile, la longueur des barres elle est assez différente pour qu'on voit qu'il se trompe, mais voilà, vous avez 6 ou 7 personnes devant vous qui vont commencer à énoncer une réponse qui est totalement fausse. Donc là dans ces cas-là ce qu'on voit c'est que le participant est totalement déstabilisé et les résultats de cette étude montrent que 37% des sujets vont commencer à se calquer sur les réponses des autres et donc donner une réponse qui est fausse. 37%, vous allez me dire, c'est pas la majorité, mais ça reste un chiffre qui est vraiment très significatif pour cette étude, sachant que le sujet n'a absolument aucun enjeu à donner la bonne ou la mauvaise réponse, si ce n'est peut-être l'opinion que vont avoir les autres participants et l'expérimentateur. Donc on peut se douter que dans d'autres situations où il y aurait un enjeu beaucoup plus important, la pression sociale n'en serait que d'autant plus forte. Et puis ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette étude, c'est de voir quels sont les retours des sujets de l'expérience une fois que on leur explique en fait quel était le véritable but de l'expérience et ce qu'on a analysé chez eux et qu'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à répondre faux. Vous allez voir qu'il y a plusieurs retours qui sont un petit peu différents selon les participants. D'abord on a ceux qui vont dire
qu'ils ont changé leurs réponses, qu'ils les ont calquées à celles des autres parce que ils ont réellement pensé qu'ils se trompaient. Ils se sont vraiment dit, bah si tout le monde dit ça, c'est que c'est moi qui vois mal, et du coup, ben ils avaient envie de répondre la bonne réponse, et vraiment foncièrement, ils pensaient qu'ils donnaient la bonne réponse, mais que c'était eux qui voyaient mal. Et d'un autre côté, vous avez ceux qui savaient qu'ils étaient en train de donner une réponse fausse, mais qui se calquaient aussi sur les réponses des autres, tout simplement parce qu'ils avaient peur du jugement de leur père. Donc ils préféraient se tromper avec les autres plutôt que de s'opposer à la vie générale. Il y a vraiment une différence fondamentale entre ces deux groupes, puisque pour les premiers, vous voyez que la perception a complètement changé due à la pression sociale. Vraiment, ça leur a fait complètement changer d'avis sur quelle était la bonne longueur de la barre, tandis que pour les autres, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de se conformer, bien qu'ils savaient que leur réponse était fausse, parce qu'ils avaient peur du rejet des autres. Et puis parmi tous ces participants, on a aussi une petite proportion qui ont vraiment comme totalement rejeté l'effet de la pression sociale et qui ont simplement mis tout ça sur le compte de problèmes de vision. Ils ont dit bah non, c'est sûrement juste que moi je vois pas, j'avais pas pu prendre mes lunettes, etc. Comme s'ils rejetaient totalement la responsabilité et la nature en fait de leur erreur. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude, c'est que si jamais on place un deuxième sujet d'étude, ce qu'on appelle un sujet naïf, et qu'on le met en début de fil, les réponses qui vont être données, enfin le nombre de participants en deuxième position qui va donner une mauvaise réponse va tomber à seulement 5%. Ça veut dire que dès que quelqu'un pense qu'il a un allié, dès que quelqu'un voit qu'il y a une autre personne que lui qui a envie de donner telle réponse contre l'avis général, bah, il va tout de suite beaucoup plus réussir à s'affirmer et à donner sa réponse qui est la bonne. C'est exactement ce qu'on avait aussi vu dans l'expérience de Stanley Milgram, c'est-à-dire que dès qu'une personne ne se sent plus seule contre tous, il va vraiment beaucoup plus avoir de facilité à s'affirmer, et en fait ça nous montre bien que c'est pas vraiment la taille du groupe qui est importante, mais c'est plus le fait qu'elle soit absolument unanime sur une question qui est vraiment difficile à combattre pour les personnes, mais dès qu'il y a une autre voix qui s'élève contre l'avis général, bah en fait ça fait retomber les chances que les gens se plient au conformisme à presque zéro. Et par contre, ce qui est assez drôle, c'est que dans ce genre de cas-là, toutes les personnes, tous les participants qui donc ont eu un petit peu l'aide d'un allié dans le groupe vont totalement réfuter le fait que c'est le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui disait comme eux, qui les a aidés à s'affirmer. Ils vont tous dire non mais de toute manière je m'en serais tenue à mes convictions et j'aurais dit ce que je pensais, et je trouve ça assez amusant et assez représentatif de ce qu'on peut voir dans notre société. Donc ce que nous montre cette étude, c'est à quel point c'est difficile d'affirmer une opinion face à une pensée qui est totalement unique. Je parle pas d'une majorité, je parle vraiment d'une pensée unique et unanime, et ça c'est quelque chose qui est souvent assez mal interprété dans l'expérience de Ash, parce que il y a plein de personnes qui réutilisent cette expérience pour montrer à quel point voilà, l'anticonformisme c'est bien, etc. C'est vraiment être fort contre la majorité qui pense ci, qui pense ça, que je sais pas moi, genre ouais nous on n'est pas tous des moutons, on croit pas tous à ça. Non, cette expérience-là n'a pas du tout montré ça en fait. Elle montre justement que ce qui est difficile, c'est d'être un contre absolument tout le reste du monde. Mais le fait d'être dans un courant de pensée un peu alternatif par exemple, c'est pas du tout la même difficulté à s'affirmer, et ça n'a vraiment absolument pas la même preuve de force de caractère et d'opinion. Donc ça c'est vraiment une mauvaise interprétation qu'on fait très souvent de cette expérience et que j'avais envie de bien rétablir. Donc ce qu'il faut retenir de cette expérience en fait, c'est que notre perception des choses, elle peut vraiment être influencée par les autres. C'est-à-dire que si absolument tout le monde dit qu'une chose fausse est vraie, vous aussi vous allez pouvoir peut-être vous remettre en question et vous dire bah en fait cette chose-là du coup est vraie. Et la deuxième chose, c'est que dans le cas où vous continuez à penser que c'est faux, c'est très difficile de s'opposer à un avis absolument unanime sur une question. Vraiment c'est quelque chose qui est très difficile parce que on a peur du regard des autres, de leur opinion qu'ils vont avoir sur nous et du fait d'être rejeté par la société. La
La seconde expérience traite de ce qu'on appelle l'effet du témoin, qui est aussi connu sous le nom de l'effet Kitty Genovese ou encore l'effet du spectateur. Je suis à peu près certaine que vous en avez déjà entendu parler. En fait, selon cet effet, et absolument contre toute attente, dans deux cas très similaires, si deux personnes se trouvent dans un wagon de train par exemple et se font agresser, mais que dans un wagon il y a très peu de monde et dans un wagon il y a beaucoup de monde, eh bien c'est plutôt la victime qui se trouve dans un wagon où il y a peu de monde qui risque d'obtenir de l'aide plus facilement que celle qui se trouve dans un wagon où il y a vraiment beaucoup de gens qui sont témoins de la scène. Cet effet a été étudié suite à un fait divers absolument glaçant qui s'est déroulé en 1964 à New York, quand la très jeune Kitty Genovese, qui avait 19 ans, rentrait du travail. Elle travaillait dans un bar qui s'appelait le Eve's 11th Hour, et elle était en train de marcher dans la rue vers à peu près 3 h du matin. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, Kitty a été agressée par un homme qui s'appelait Winston Moseley, qui l'avait suivie en fait depuis la sortie de son travail, et il l'a frappée avec un couteau à 2 reprises dans le dos. Mais Kitty donc tout de suite s'est mise à crier, à appeler à l'aide, et elle a commencé à courir en direction d'une borne d'appel de secours. Et alerté par les cris, en fait, au tout début, il y a un voisin qui a ouvert sa fenêtre, qui a regardé, qui a vu la scène et qui s'est écrié à l'attention de l'agresseur: laissez cette fille tranquille, ce qui a mis William Moseley en fuite. Malheureusement, après ça, personne n'est descendu pour aller porter secours à Kitty Genovese, et donc cette dernière, qui a été blessée, a essayé de ramper, elle s'est rapprochée de chez elle, elle a essayé de rentrer dans la cour de son immeuble, et c'est à ce moment-là que Winston Moseley est revenu, parce qu'en fait il s'était un peu éloigné, mais pas énormément. Et comme il a vu que personne ne descendait voir la jeune femme, il a fini par revenir, et là il l'a réattaquée à nouveau avec son couteau. Il l'a frappée 9 fois à la poitrine et à l'estomac. Et pendant tout ce temps, Kitty a vraiment crié, elle a appelé à l'aide, elle a vraiment supplié ses voisins de venir la secourir. Mais William Moseley a fini par lui planter un coup de couteau dans la gorge, ce qui ne l'a pas tué, mais qui l'a empêché de pouvoir continuer à crier. Puis il l'a violée et il lui a volé toutes ses affaires, et puis il a fini par s'enfuir en la laissant pour morte dans sa cour d'escalier. Et Kitty Genovese est décédée suite à ses blessures toute seule dans la rue, sans que personne ne soit venu lui porter secours. De nombreux voisins de Kitty qui ont été interrogés ont affirmé qu'ils avaient entendu ces appels à l'aide, mais personne n'a réagi à temps en fait. Ce qui s'est passé, c'est... Il y a eu plusieurs versions en fait, mais la plupart des voisins ont dit que voilà, ils étaient complètement stupéfaits. Il y en a un qui a reconnu avoir entendu ces cris par exemple, mais qu'il disait qu'il n'avait pas voulu s'en mêler. Il y en a un autre qui disait il faisait trop froid pour mettre les pieds dehors. Et puis un autre encore qui a dit qu'il pensait que c'était une dispute amoureuse et qu'il avait donc monté le son de sa radio pour ne rien entendre. Et si vous voulez, dans l'ensemble, tous les voisins ont dit que oui, ils avaient entendu ces cris, ces appels à l'aide, mais que ils étaient complètement perdus, ils savaient absolument pas comment réagir, et du coup ils ont rien fait parce qu'ils se sentaient complètement démunis. Alors évidemment, suite à ça, vous vous en doutez, les États-Unis étaient complètement choqués. Il y a eu beaucoup d'articles de presse qui en parlaient, et on disait que voilà, le voisinage de Kitty Genovese était complètement inhumain. Ce qui est certes tout à fait légitime en fait comme réaction, mais personne ne s'est vraiment plus penché sur pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas réagi, à part 2 psychologues qui s'appelaient John Darley et Bibb Latané, qui vraiment eux se sont dit mais pourquoi est-ce que dans une situation comme ça, personne n'a pris le temps d'appeler les secours ou de sortir pour aller lui prêter main forte. Donc les psychologues ont décidé de tester ça par une expérience, et leur hypothèse de départ, c'est que si personne n'avait initié une action à agir pour aller secourir la victime, c'est parce qu'ils avaient conscience qu'ils n'étaient pas les seuls témoins de la scène, et donc que potentiellement quelqu'un d'autre allait se déplacer pour aller la secourir. Dans l'expérience qu'ils ont faite, les participants étaient tous dans des sortes de cabines, si j'ai bien compris, dans laquelle du coup ils se voyaient pas, mais ils communiquaient avec un espèce de combiné, et ils devaient parler de tout un tas de sujets. Et en fait, comme d'habitude, maintenant vous avez compris, on n'avait qu'un seul sujet d'étude, les autres étaient des complices. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, à un moment donné, l'un des interlocuteurs du sujet, donc du participant qu'on étudie,
faisait semblant d'avoir une espèce de crise d'épilepsie, c'est-à-dire qu'au moment où il parlait, il commençait un peu à partir en vrille, à raconter n'importe quoi, à se mettre à crier, à halter, etc. Et l'objectif de l'étude était de voir au bout de combien de temps le sujet de l'étude allait réagir et puis prévenir les expérimentateurs que celui qui l'entendait au téléphone était en train de faire une crise. Et il y avait plusieurs conditions différentes. D'abord, on avait la taille du groupe qui varie, c'est-à-dire qu'en fait il y avait plusieurs conditions. Soit il y avait comme 2 cabines avec juste notre participant, notre sujet d'étude et le complice qui faisait la crise, donc il était vraiment le seul à être témoin de sa crise, du fait que ça allait pas. Soit ils étaient 3, donc le sujet d'étude plus 2 complices, dont un qui était censé avoir sa crise et un autre qui était lui aussi censé être témoin de ça. Et même condition mais avec 6 participants, donc là cette fois notre sujet d'étude, celui qui fait sa crise et puis 4 autres qui sont potentiellement des témoins. Et si j'ai bien compris, notre sujet d'étude ne pouvait entendre que celui qui faisait une crise, il pouvait pas entendre les réactions éventuelles des autres. Donc on voyait vraiment à quel moment en fait lui se décidait à prévenir les expérimentateurs et leur dire il y a quelque chose qui va pas, sans savoir en fait si les autres participants, ceux qu'ils pensaient être des participants, réagissaient ou pas. Et l'autre chose qu'ils ont fait varier, c'est la nature de la victime, donc de celui qui fait semblant d'avoir une crise. Il y avait 3 conditions, soit c'était un homme, soit c'était une femme, soit c'était un jeune homme, mais qui était spécifiquement défini comme un étudiant qui travaillait au service des urgences. Les résultats de cette étude montrent que si jamais le participant, le sujet de l'étude est seul à seul avec la victime, il réagit et prévient les expérimentateurs dans 85% des cas. Si jamais ils pensent qu'ils sont 2, là le taux de réaction tombe à 62% des cas, donc ça fait déjà une différence que je trouve assez significative. Et si jamais ils pensent qu'ils sont 5 à être témoins de la crise, là il n'y a plus que 31% des participants qui réagissent et qui préviennent les expérimentateurs. Donc là on voit vraiment bien à quel point la taille du groupe change totalement le type de réaction du sujet. Et clairement, en fait, plus il y a de témoins potentiels, moins le sujet va avoir une tendance à réagir et à aller porter secours à la victime. Par contre, de l'autre côté, la bonne nouvelle, en fait, c'est que la nature de la victime, que ce soit, comme je vous l'ai dit, un homme, une femme ou un étudiant en médecine, ça change absolument rien au résultat. Donc au moins à ce niveau-là, on peut se dire qu'il n'y a pas de discrimination des victimes, il n'y a pas plus un genre qui va être secouru qu'un autre. Alors bon, c'est pas très complet le fait d'avoir juste fait homme, femme et étudiant en médecine. Je sais d'ailleurs pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça. On sait pas trop par exemple au niveau de l'âge ou de la couleur de peau, ça aurait peut-être aussi pu être intéressant à regarder. Mais bref, en tout cas, on va se rassurer en se disant qu'au moins la nature de la victime normalement n'influence pas trop le fait qu'elle va être secourue ou pas. À la suite de ça, il y a d'autres expériences qui ont été faites pour retester ça dans plein d'autres contextes différents et ce qui est ressorti en fait c'est que les résultats de manière générale sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire que plus il y a un nombre important de témoins possibles de la scène, moins on a de participants qui vont réagir et surtout beaucoup plus lentement. Et pour les psychologues Darley et Latané, il y a 3 processus psychologiques qui vont vraiment expliquer ce phénomène, à savoir la dilution de la responsabilité, l'appréhension de l'évaluation et l'influence sociale. La dilution de la responsabilité, ça signifie tout simplement qu'on se sent beaucoup plus responsable à agir si on est le seul témoin d'une scène. Plus il va y avoir de personnes autour de nous et d'autres témoins potentiels, plus on va avoir tendance à se dire que quelqu'un pourrait agir à notre place ou pourquoi ce serait à moi d'y aller et pas à lui. Donc en fait, si vous voulez, ça veut dire que plus il y a de témoins, plus la responsabilité que chacun des témoins peut ressentir à aller agir, à porter secours à la victime diminue, puisqu'elle se partage entre le nombre de personnes qui sont présentes. Ça c'est vraiment le principe qui a le plus été mis en avant après l'histoire Kitty Genovese et c'est celui qui a vraiment été le plus étudié en fait parce que c'est, je pense, l'élément qui pèse le plus, qui est le plus important dans ce fameux effet témoin.
Ensuite, l'appréhension de l'évaluation, ça correspond au fait que quand vous avez envie d'aller porter votre aide, vous allez avoir un petit quelque chose qui va vous retenir, qui est en fait, si jamais je fais les choses mal, il y a des personnes qui seront là pour le voir. Si jamais il y a personne qui est là pour le voir, à la limite, vous essayez de porter votre aide et vous faites de la merde, c'est pas bien grave parce que personne va être là pour vous juger ou pour vous observer. Mais s'il y a d'autres personnes qui commencent à vous regarder et que vous savez pas très bien comment faire, que voilà, vous êtes stressé et tout ça, vous faites un peu n'importe quoi, c'est beaucoup plus difficile. Donc du coup c'est plus difficile en fait de se décider à aller faire quelque chose en sachant qu'on va être regardé et jugé par d'autres personnes. C'est un petit peu en fait la peur du ridicule qui interfère avec l'envie d'intervenir, et ça c'est vraiment un effet en fait que vous allez avoir uniquement si plusieurs témoins sont conscients qu'il y a d'autres témoins autour qui les observent. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut voir dans toutes les expériences, donc ça dépend de comment on fait l'expérience, mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez, mais finalement en fait on s'en fout. Enfin, le plus important c'est d'abord d'essayer d'agir et de faire quelque chose, d'aller prêter secours à une victime, quitte à pas bien le faire, mais au moins faire quelque chose plutôt que de rester là les bras ballants parce qu'on sait pas quoi faire. Et enfin, l'influence sociale, ça correspond au fait que quand on est mis devant une situation qui est nouvelle, qui est inédite, à laquelle on n'était pas préparé, on a tous tendance à regarder comment les autres réagissent et à jauger un petit peu en fonction d'eux et à calquer nos manières de réagir par rapport aux autres. Donc là on rejoint un petit peu ce dont je vous parlais dans la première expérience. En fait c'est vraiment quelque chose d'instinctif, j'ai envie de dire, qui est inhérent à l'être humain. Si on voit qu'il n'y a absolument personne qui réagit, c'est difficile en fait d'être celui qui va faire le premier pas et qui va se mettre à réagir, justement parce qu'on sort de la norme. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans justement une scène où il y a quelqu'un qui se fait agresser. Il y a vraiment une première phase de la part des témoins qui est un peu la stupeur. On est tous complètement surpris, on ne sait pas comment réagir, et comme personne ne réagit, on se calque un petit peu, c'est-à-dire qu'on regarde comment ils sont, on essaye d'évaluer, est-ce que vraiment la situation est dangereuse et nécessite mon intervention. Comme personne ne bouge, c'est peut-être finalement c'est pas si grave que ça, peut-être que c'est pas la peine que j'intervienne. Et c'est vraiment ce qu'on voit quoi. Si jamais quelqu'un se fait agresser, souvent il y a cette phase un petit peu de flottement, de stupeur, et puis à partir du moment où il y en a un qui va faire le premier pas et qui va aller porter secours à la victime, ce que vous allez voir en général c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont réussir à lui emboîter le pas. Et ça rejoint vraiment ce que je vous disais dans la première expérience, c'est vraiment difficile de se démarquer de la réaction qui est totalement unanime, mais à partir du moment où il y a une personne qui va commencer à aller porter son aide, secours, et on en a d'autres qui arrivent et qui ont réellement envie d'aider, mais c'est juste que c'est vraiment très difficile d'être celui qui va faire différemment des autres. Alors heureusement l'effet témoin c'est pas une fatalité, ça je vous en ai parlé parce que c'est quelque chose de très connu en psychologie qui fait suite à ce fait divers que je vous ai raconté, mais heureusement il y a aussi des tas de contre-exemples de situations où en cas d'urgence il y a des personnes qui ont été capables de réagir hyper vite et d'aller tout de suite porter secours à la victime. Donc faut pas croire que c'est absolument une fatalité et que ça va toujours mal se passer et que vous aurez jamais d'aide de quelqu'un, mais c'est vraiment je pense important d'en avoir conscience, justement parce que le jour où vous-même vous êtes témoin d'une scène d'une personne qui a besoin de votre aide, peut-être que vous serez plus à même d'aller lui apporter votre aide parce que vous avez conscience que vous connaissez ce fameux effet témoin. C'est aussi quelque chose qui va vraiment beaucoup dépendre du contexte, et ça je vous en parlerai juste après avec la prochaine expérience. Et puis faut aussi savoir que si jamais un jour ça vous arrive que vous êtes la victime et qu'il y a des témoins qui n'agissent pas, ce que vous pouvez faire qui est vraiment très simple, c'est désigner quelqu'un. Dire toi là, le mec avec le pull orange, viens m'aider. Ça va complètement casser cet effet témoin où la personne se sent pas trop responsable. Si vous la pointez du doigt et vous lui dites toi viens m'aider, vous avez beaucoup plus de chances d'être secouru par cette fameuse personne et eux aussi par celles qui vont ensuite se sentir beaucoup plus responsables de venir vous porter secours.
John Darley, toujours lui, et son collègue Daniel Batson, un autre psychologue, ont décidé de monter une expérience de psychologie sociale afin de démontrer l'influence des valeurs religieuses sur le comportement d'aide à une victime. Mais cette expérience a démontré un effet qui était complètement inattendu, qui est celui de la pression temporelle. Comme je vous le disais juste avant, dans l'effet témoin, le contexte est vraiment très important, et là c'est un exemple tout à fait frappant. Donc dans cette expérience, les psychologues ont fait venir des séminaristes qui étaient des étudiants en théologie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui étudient les religions, les textes sacrés, etc. Et ils leur ont fait d'abord remplir un questionnaire dans lequel on évaluait leurs croyances et leurs pratiques religieuses pour pouvoir un petit peu les situer à ce niveau-là. Et ensuite, ils devaient travailler sur un texte avant de donc travailler sur ce texte avant ensuite d'aller participer à une émission de radio qui allait être enregistrée et pour laquelle ils avaient été prévenus qu'ils seraient un intervenant. Et en fait, il y a deux textes qui va donc diviser nos participants en deux groupes distincts. Il y a ceux qui vont travailler sur un texte qui parle de la vocation de prêtre et il y a ceux qui vont travailler sur un texte qui parle du concept du bon samaritain. Et en fait, le bon samaritain, si vous voulez, ça fait référence à un passage de la Bible dans le Nouveau Testament qui parle de l'amour du prochain. C'est quelque chose en fait qui reprend une règle qui a été posée dans l'Ancien Testament qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et en fait, dans cette parabole-là, il y avait un voyageur qui s'était fait attaquer par des bandits et qu'on avait laissé pour mort au bord d'une route. Et le bon samaritain va aller lui porter secours en lui faisant vraiment preuve de beaucoup de compassion, en étant généreux à la fois en argent mais aussi de son temps. Et en fait après avoir travaillé sur ce texte-là, on dit aux séminaristes bon par contre pour la suite, pour l'enregistrement de l'émission radio, vous devez aller dans un autre bâtiment sur le campus, donc il faut faire un petit peu de chemin à pied. Et c'est à ce moment-là que se déroule la réelle expérience, parce qu'en fait sur le chemin entre les deux bâtiments, ils vont croiser une situation qui a été mise en scène par les expérimentateurs avec un complice qui va jouer le rôle d'une victime. Donc en fait ils vont marcher sur le chemin et ils sont obligés de le croiser. C'est un homme qui est allongé par terre et on dirait qu'il a fait comme un espèce de malaise. Il a une présentation un petit peu ambiguë parce que les expérimentateurs le décrivent comme ça. Ils disent la victime doit paraître ambiguë d'une certaine façon, mal habillée, nécessitant sans doute de l'aide, mais potentiellement ivre ou même dangereuse. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de personne qui a l'air d'avoir besoin d'aide, parce qu'elle s'est effondrée par terre, peut-être qu'elle est en train de faire un malaise ou un coma ou un truc comme ça, mais en même temps, bon, c'est typiquement le genre de personne, vous voyez très bien, comme certains SDF ou quoi, où on a parfois un petit peu envie de détourner le regard et continuer son chemin. Les résultats de cette expérience, ils montrent que les participants chez lesquels on a amorcé le symbole du bon samaritain vont avoir beaucoup plus tendance à aller aider cette fameuse victime qu'ils croisent, puisqu'ils sont 53% à aller lui prêter main forte, à aller l'aider, tandis que ceux qui ont étudié l'autre texte sur les prêtres, ils sont que 29% à aller aider cette victime. Donc déjà on voit que rien que d'avoir pensé au fait d'aider une victime juste avant, ça va vraiment avoir une influence sur le comportement de ces étudiants-là. Mais ce qui est le plus intéressant, et là où les résultats sont vraiment surprenants, c'est qu'on va avoir des grosses différences entre les groupes selon un élément un petit peu extérieur qui est la pression temporelle. C'est pas quelque chose auquel forcément les psychologues s'attendaient, mais en fait ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient aussi divisé les groupes de participants en 3 sous-groupes qui avaient en fait une pression temporelle différente. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ils devaient aller du bâtiment A au bâtiment B. Et il y a un premier groupe qu'on va dire le groupe A qui avait pas vraiment de pression particulière. Juste on leur disait qu'ils avaient le temps d'y aller. Genre là vous avez terminé l'étude du texte et vous devez aller dans tel bâtiment parce qu'il y a des gens qui vous attendent pour l'émission de radio. Ensuite vous avez le groupe B, auquel en gros on sous-entend qu'ils ont un petit peu de temps, qu'ils sont larges parce qu'on leur dit vous devez aller à tel endroit, c'est possible que vous attendiez un petit peu mais vous inquiétez pas, ça sera pas très long, mais voilà, vous vous présentez et peut-être que vous allez arriver dans une salle d'attente. Et puis le groupe C,
Par contre, on leur fait l'effet inverse. On leur dit bon bah là vous avez fini d'étudier votre texte, il faut vraiment que vous vous dépêchiez parce que vous êtes déjà en retard, ils vous attendent, il faut vraiment que vous vous dépêchiez d'y aller pour enregistrer l'émission. Donc vous avez ces 3 groupes avec des pressions temporelles qui sont différentes et là les résultats sont vraiment hyper intéressants. Pour le groupe A, le groupe qu'on va dire un peu témoin parce qu'ils sont censés avoir juste le temps, on leur a pas forcément mis de pression particulière, vous avez 45% des participants qui vont s'arrêter pour aller secourir la victime. Ça fait à peu près une personne sur 2. Pour le groupe B par contre, ceux qui ont un petit peu plus de temps parce qu'ils savent que potentiellement ils vont attendre en arrivant donc ils sont pas trop pressés, on a 63% des participants qui vont aller aider la victime. Donc on voit qu'il y a quand même une vraie différence et le fait qu'ils aient plus de temps, bah en fait ça les rend plus enclins à aller secourir cette personne qu'ils voient à terre sur leur chemin. Et par contre, pour le groupe C, celui auquel on a dit par contre dépêchez-vous, on vous attend, vous êtes en retard, c'est vraiment incroyable parce que le score du nombre de participants qui décident d'aider la victime alors qu'ils savent qu'ils sont en retard n'est plus que de 10%. Ça vous démontre que dans une telle situation, ce qui va vraiment primer sur le fait que quelqu'un décide de porter son aide à une victime ou pas, c'est beaucoup plus le contexte dans lequel il est, la journée, comment elle se déroule par exemple, plus que ses valeurs religieuses ou morales ou même sa personnalité. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, ce qui peut éventuellement expliquer un peu ce phénomène, d'abord d'un point de vue moral, c'est que peut-être le fait de savoir qu'on a déjà pris un engagement envers quelqu'un, bah ça va jouer. Je peux pas laisser tomber une personne pour aller en aider une autre. Je sais que je suis en retard, il faut pas que je la fasse attendre, j'ai un peu été élevée comme ça et donc du coup je peux pas me permettre de me mettre encore plus en retard. D'un point de vue plus cognitif, vraiment au niveau du fonctionnement du cerveau, je pense que ce qui peut jouer aussi à ce moment-là, c'est le fait que quand on sait qu'on est déjà engagé dans une action, quand on est vraiment déjà avec un objectif en tête, c'est plus difficile de le lâcher et de se dire bon bah ça je déprogramme cette chose qui est mon objectif final pour aller faire autre chose. Donc en fait il y a comme une sorte de choses qui se sont priorisées et je pense que c'est difficile même au niveau vraiment mental de se dire j'arrête de faire cette chose qui est déjà en cours pour faire autre chose. Et puis d'un point de vue vraiment émotionnel, je pense que le fait de savoir qu'on doit aller à tel endroit et qu'on est en retard, c'est quelque chose de stressant. Et le fait d'être stressé, ça va vous rendre un petit peu plus... ça va en fait un peu vous couper du monde. Vous avez peut-être moins de facilité à analyser les choses correctement et peut-être à faire la part des choses et à réussir à bien peser le pour et le contre et se rendre compte qu'une personne qui est à terre et qui nécessite de l'aide est bien évidemment plus importante et plus prioritaire que le fait de mettre quelqu'un en retard parce qu'il nous attend. Personnellement, moi cette expérience-là, elle me touche beaucoup parce que je sais que je serais très sensible. Je suis quelqu'un qui suis vraiment hyper à cheval sur la ponctualité, je déteste être en retard, je suis toujours en avance pour tout. Quand j'ai, je sais pas moi, un train, un avion à prendre ou que quelqu'un m'attend, je suis toujours vachement en avance parce que je déteste faire attendre les autres et je suis persuadée que du coup si ce genre d'expérience, si moi j'avais été sujet de cette expérience là, je suis quasiment sûre que du coup ben, je me serais fait avoir et j'aurais continué ma route parce que vraiment je sais que c'est quelque chose qui me touche. Mais du coup ce que je trouve bien dans le fait de vous en parler et dans le fait d'avoir bossé sur ce sujet-là, c'est que maintenant j'en suis consciente et je serais peut-être plus à même de savoir comment bien réagir si jamais ça arrive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience de ces choses-là, et ça je vous le dis pour cette expérience, mais franchement c'est valable pour toutes les expériences de cette vidéo, mais aussi pour les autres expériences dont je vous avais déjà parlé, une fois qu'on comprend en fait comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes psychologiques qui nous poussent à agir d'une manière ou d'une autre, ben on peut un petit peu moins se laisser avoir et donc du coup je trouve que c'est vraiment hyper important d'en parler. Donc plusieurs choses qui sont importantes et peut-être un peu déculpabilisantes à retenir de tout ça, c'est d'abord, franchement c'est normal de pas agir en héros, on est une grosse majorité à être comme ça et c'est aussi tout à fait normal d'avoir tendance à se plier aux normes. C'est des choses qu'on ressent de manière plus ou moins consciente et je veux dire ça fait vraiment partie de notre nature même. Quand on est conscient en fait de tout ce qui nous pousse à agir dans un sens qui est pas forcément le bon et
pour lequel on pourrait peut-être s'en vouloir après coup, s'en mordre les doigts et se dire mais pourquoi est-ce que j'ai réagi ou pas réagi justement. Et bah quand on est conscient de toutes ces choses-là, finalement, peut-être que la prochaine fois, on sera plus capable de bien réagir, en tout cas de réagir comme nous on le voudrait. Voilà, j'en ai terminé avec ces 3 nouvelles expériences de psychologie sociale et j'espère vraiment que cet épisode vous a intéressé autant que le précédent. Si jamais vous ne l'avez pas vu, celui que j'avais fait avant, je vous le mets juste ici et je vous invite à aller le regarder. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui iront faire un tour sur mon compte Utip car c'est une manière vraiment très généreuse de me soutenir et de me montrer que vous appréciez mon travail. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, non. Bah alors, pourquoi? Un sale rat. Ah, je t'ai niqué ton maquillage, dommage. Non, je pense pas. J'ai dû faire 2 fois des photos. Ah bon? T'as payé 2 fois? Pourquoi? Est-ce que mon bruit de souris t'embêtera ou pas? Oui. Oui? Oui, mais j'en ai pas pour méga longtemps, hein. Genre tu me laisses 20-25 minutes. Ok. Va regarder un épisode dans la chambre. Non, j'ai pas rien à faire. Va faire ça dans la chambre. Non. Bon, comment je suis quand je suis allongé Merde. Ah putain. Bon, putain. C'est gênant mes bruits de touche? Bah juste tape pas trop fort quoi. Oui, non. En fait, c'est un micro directionnel. Oui bah t'as vu comment on entend quand même tous les bruits de la rue donc... La rue, c'est normal. Bah... Pardon? Les sirènes. J'entends plus, je mets la musique. Tu veux les voir? Montre. Ah bah c'est bien. Ça va? Bah ouais. 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 Tire les pimpons sur le chihuahua. Arrête. Tire les pimpons, un coup en l'air, un coup en bas. Arrête. Il a fait tout ça. Non! Ah. Non! Ah bah si je peux hein. Tu peux, mais tu le feras pas. C'est pas sûr. C'est des menaces. C'est du chantage, c'est dégueulasse. C'est pas bien ce que tu fais. Mais toi non plus.